On pourrait vouloir optimiser uniquement dans une seule dimension et ça serait absolument catastrophique dans les autres et la planète irait pas beaucoup mieux et certainement pas l'humanité. Donc je pense qu'il est très important d'intégrer ces différentes dimensions et de faire comprendre la complexité de ces différentes dimensions. Parce que si on ne traite que l'une d'entre elles, et nos formations étant relativement cloisonnées, déjà attaquer ces problèmes suppose des approches interdisciplinaires, mais il faut en plus non pas optimiser sur une seule dimension, ce qu'on fait plus ou moins bien dans nos formations traditionnelles, mais il faut optimiser sur 17, ce qui est forcément plus complexe. Et en l'occurrence, il peut y avoir des conflits entre certaines de ces dimensions. Par exemple, le maintien de la biodiversité versus d'autres, ou l'énergie versus le climat, etc. Il faut donc faire très attention à ça, et il faut être capable de comprendre ces différents aspects, et non seulement de les comprendre nous en tant que chercheurs ou enseignants-chercheurs, mais aussi de le faire comprendre à nos étudiants et à l'ensemble des citoyens. Parce que des solutions simplistes pourraient être juste catastrophiques. L'absence de solution, elle est tout autant, hein. Mais ça suppose donc qu'on se mobilise individuellement et collectivement sur ces sujets, et donc que les institutions que vous représentez ici se mobilisent. Je pense qu'on ne peut qu'être ravis de voir ça. Heureusement, c'est vrai non seulement en France, mais aussi au niveau international. On a la chance que Paris soit le siège aussi de l'UNESCO, et que l'UNESCO ait comme priorité non seulement l'ODD 4, mais comme ça a été dit tout à l'heure aussi, l'ODD 4 inclut le 4.7 de mémoire, et le 4.7 c'est l'éducation aux ODD, et donc la capacité à transmettre la compréhension de ces enjeux et le besoin de mobiliser les jeunes et les moins jeunes sur ces thématiques. Vous avez remarqué que les jeunes se mobilisent d'ailleurs spontanément dans la rue sur ces thématiques, ce qui est probablement aussi vrai dans au moins une partie de vos familles, et vrai dans toujours plus de milieux, même s'il y a des biais de représentation dans les jeunes qui manifestent aujourd'hui. Donc il faut avoir conscience de ça aussi. C'est là aussi le rôle de l'éducation, et certainement l'éducation initiale et l'enseignement supérieur et la formation continue, de s'assurer que tout le monde comprend ces enjeux et leur urgence. Donc je pense que ça, c'est extrêmement important. Ce qui a été aussi souligné dans les propos liminaires, et j'y reviens, c'est l'importance de mobiliser les chercheurs, et donc les universités et l'enseignement supérieur français, les grandes écoles ont une capacité à allier enseignement supérieur et recherche qui me semble essentielle par rapport à ça. Et donc on a besoin de recherche de grande qualité et très innovante par rapport à ces sujets. Et cette recherche, le fait qu'elle puisse se produire dans les laboratoires et que les enseignants-chercheurs puissent travailler sur ces thématiques, mais aussi y inviter leurs propres étudiants. Et je pense qu'une partie de ces sujets de recherche ne sont pas uniquement des sujets de recherche que l'on peut aborder seul dans une tour d'ivoire, aussi excellente soit-elle. Donc on a besoin de le faire avec la société civile, et on a besoin de mobiliser sur nombre de ces projets ce qu'on appelle les sciences participatives, et donc d'inviter les citoyens à participer à ces sciences citoyennes des ODD. Et je pense qu'il y a des domaines dans lesquels on est plus en avance que d'autres là-dessus. Prenez la biodiversité par exemple. Le muséum a tout un tas de projets dans lesquels les citoyens, y compris les plus jeunes, sont invités à contribuer avec un téléphone qui peut servir de laboratoire de poche, parce que vous avez tout un tas de capteurs dedans, et en particulier la géolocalisation et l'appareil photo pour ce que fait le muséum. Vous pouvez photographier la biodiversité la prochaine fois que vous vous promenez dans la nature, ou même en ville, et contribuer à cartographier de manière dynamique et collective cette biodiversité. Il y a donc des avantages de ce type, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels, par exemple, les sciences participatives pourraient se développer. C'est le cas par exemple dans la santé, déjà, c'est le cas dans un certain nombre de sujets. C'est pas été organisé de manière systématique. Il n'y a pas encore, à l'ANR par exemple, d'appel d'offres qui demanderait à ce que chacun des objectifs du développement durable soit traité par des sciences participatives, et qu'on intègre les bases de données pour s'assurer du progrès dans l'ensemble des dimensions, et s'assurer qu'il n'y a pas des progrès dans une dimension au détriment d'une autre, par exemple. Donc je pense que là, il y a des choses à faire, et en particulier sur, encore une fois, cet ODD 4.7, qui est un peu au cœur des discussions aujourd'hui, donc je pense qu'on y reviendra régulièrement, mais comment est-ce qu'on apprend aujourd'hui, d'une manière générale,
on m'a proposé comme titre apprendre au XXIe siècle, je crois, ou qu'est-ce qu'apprendre au XXIe siècle, je vais y revenir, mais c'est pas exactement ce que c'était qu'apprendre dans les siècles précédents. Et si je vous demande à toutes dans la salle qu'est-ce que vous avez appris dernièrement, la probabilité que vous l'ayez appris en dehors d'une salle de classe est probablement relativement élevée. Et donc on voit bien qu'il y a tout un tas de lieux d'apprentissage. C'était même peut-être par l'intermédiaire d'un outil numérique que vous avez appris une partie de vos derniers apprentissages. Donc on voit bien qu'il y a de nouvelles possibilités qui ne se restreignent pas à ce qu'on peut faire dans une université ou dans une école, mais qui sont beaucoup plus ouvertes que ça. Et donc comment est-ce qu'on apprend en particulier à prendre soin de soi, des autres et de la planète, donc à s'intéresser aux ODD, c'est une question qui est très ouverte. Il y a probablement des milliers de réponses, mais il se trouve qu'on n'a pas de lieu qui recense ces réponses aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on pourrait progressivement avoir des sciences participatives de comment est-ce que j'apprends à prendre soin de moi, des autres et de la planète, comment est-ce que je peux me mobiliser et éventuellement mobiliser les gens autour de moi à comprendre ces enjeux et à agir en conséquence de manière à accélérer les transitions nécessaires, quel que soit son rôle en tant que citoyen, en tant que jeune ou moins jeune, en tant que responsable de telle ou telle organisation, ne serait-ce qu'on est responsable de nos achats, par exemple, on est responsable de nos actes. Donc on est tous responsables d'une partie de ce qui se passe, et comment est-ce qu'on en prend plus conscience, comment est-ce qu'on prend ce recul, et comment est-ce qu'on l'apprend à tous les âges. Donc ça, c'est, je pense, des questions qui sont très ouvertes. Nous, on essaye de le faire à notre petite échelle au niveau du CRI, que certains d'entre vous connaissent, et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à venir nous rendre visite à l'occasion. On n'est pas très loin d'ici, dans le Marais. Ce qu'on essaye de faire, c'est de prototyper une partie de ces questions et d'inviter, y compris nos étudiants, à le faire. Et je pense que c'est important d'impliquer les jeunes, qui d'ailleurs, on l'a dit, sont mobilisés sur ces thématiques, sur peut-être les nouvelles manières de traiter ces sujets. Et donc ils sont très créatifs sur ces questions qui les mobilisent, sur lesquelles ils ont envie de s'engager, et en même temps ils sont en attente d'un accompagnement intellectuel et de garanties que le monde académique, la recherche, l'université, les grandes écoles peuvent apporter beaucoup plus facilement. Et donc je pense qu'on a besoin de ça, hein. Vous avez tous vu, je sais pas, le manifeste qui a été signé par 30 000 de ces jeunes. Moi j'ai eu l'occasion de les rencontrer, et c'est intéressant de voir qu'ils disent qu'ils n'ont pas été suffisamment formés sur ces sujets, typiquement. Et donc ils sont vraiment demandeurs d'une transformation de nos pédagogies, comme de leur possibilité de s'insérer sur un marché du travail qui prenne en compte ce genre de dimension. Donc il y a vraiment besoin de porter ça. Il y a tout un tas d'acteurs qui se mobilisent. Encore une fois, l'UNESCO est l'un de ceux qui se mobilisent le plus, et on a la chance qu'ils soient basés à Paris, donc il y a probablement des choses à inventer avec eux. La semaine dernière, par exemple, le G7 Éducation s'est réunissait à l'UNESCO, et un des ODD, qui est l'ODD 5, celui sur la parité et l'égalité entre les genres, s'est réuni pour souligner le fait qu'il y a encore trop de jeunes filles et de femmes plus généralement qui sont analphabètes ou qui n'ont pas accès à une éducation de qualité. Donc comment est-ce qu'on peut se mobiliser aussi sur ce sujet, et donc le G7 et le G5 Sahel ont décidé de se mobiliser ensemble avec un certain nombre d'autres partenaires, dont l'UNESCO et le partenariat mondial pour l'éducation. Je pense qu'il y a des choses qui frémissent, qui montrent qu'on peut aller dans le bon sens. La question, c'est est-ce qu'on va suffisamment vite et qu'on mobilise suffisamment d'acteurs pour aller dans la bonne direction. Donc, il pourrait être facile de se congratuler de l'ensemble des progrès individuels qu'on fait. Il y a plein d'initiatives, et on en entendra ces jours-ci. Il y en a de par le monde, et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a probablement beaucoup de choses à apprendre de ce qui se passe ailleurs en termes de transformation en profondeur. Moi, par exemple, j'ai été surpris d'apprendre que d'après la fondation Lego, au Danemark, l'école qui prépare le mieux à ces défis n'est pas en Finlande, au Danemark, dans le quartier latin, ou à Singapour ou San Francisco, mais elle est en Haïti. Donc se dire qu'en Haïti il y a des choses remarquables, c'est intéressant, non seulement pour les Haïtiens, mais pour chacun d'entre nous, et ça veut dire que ce qui se passe là-bas, c'est peut-être plus facile à dupliquer que ce qui se passerait dans un lieu d'élite qui posséderait énormément de moyens. Et donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Typiquement, dès le plus jeune âge, à partir de 5 ans jusqu'à 18 ans, tous les ans, ils invitent les jeunes à comprendre les enjeux qui sont ceux de leur communauté. Et ils les invitent à utiliser la science et la technologie comme des moyens pour relever ces défis.
Et donc cette capacité à partir des problèmes et à accompagner les jeunes dans leur capacité à les comprendre d'abord et puis éventuellement à essayer de les résoudre, je pense que c'est quelque chose d'assez unique. Et pour vous donner des exemples de ce qu'ils font, ça va de choses relativement simples, du genre après les tremblements de terre, les feux de circulation ne marchaient plus, donc les jeunes avaient envie de les réparer parce que c'était un peu dangereux d'aller à l'école. Puis c'est allé jusqu'à ils n'avaient pas de serveur, enfin ils trouvaient que c'était cher, c'était très bien les SMS mais un peu cher les serveurs et les SMS, donc ils ont construit leur propre serveur donc pour les communications. Et puis aujourd'hui, comme les tremblements de terre sont un problème récurrent là-bas, ils ont développé le premier réseau lycéen d'études sismiques, et donc ils font des sciences participatives. Ils travaillent avec d'ailleurs des chercheurs français sur ces thématiques, et ils ont eu un prix aux Olympiades de géologie parce qu'ils ont fait quelque chose d'absolument remarquable en montant des collectifs de lycéens qui se mobilisent sur ces thématiques. Donc voilà, des problèmes, ils en ont, mais le monde entier a des problèmes, donc dans tous les territoires, les jeunes peuvent se mobiliser pour comprendre ces objectifs. Et moi, une des choses que je veux souligner sur les ODD, c'est que quand on nous oppose le local et le global, je pense qu'il faut dépasser ces limites, parce que en fait, les problèmes globaux ont tous des incarnations locales et réciproquement. Tous les problèmes locaux mis en résonance les uns avec les autres contribuent aux problèmes globaux. Donc au lieu d'opposer local et global, je pense que il ne faut pas simplement penser global et agir local, ce qui est un dicton que vous connaissez probablement. Je pense qu'il faut penser fractal autant que possible, parce qu'il faut penser multi-échelle, il faut penser l'intrication de ces différentes échelles les unes avec les autres, l'intrication de ces différents problèmes les uns par rapport aux autres, mais il faut aussi penser, donc penser fractal, mais je pense qu'il faut aussi agir, je dirais viral, parce que c'est mon côté virologiste et biologiste, mais je pense qu'il faut agir de manière à ce que nos actions puissent éventuellement être dupliquées. C'est une autre manière de dire ce que disait Kant, qui est que ce qu'on fait doit pouvoir avoir des implications à tous les niveaux, mais si vous avez une action comme celle que je décrivais en Haïti, que vous la trouvez remarquable, si elle est documentée, il faut qu'elle puisse être partagée, et il faut que d'autres puissent s'en servir pour la rendre possible ailleurs. Donc si chacun d'entre nous est invité à documenter ce qu'on fait de mieux sur ces sujets et à le partager, et bien plutôt que de réinventer la roue régulièrement, on peut faire ce qui a fait la force de la science, et vous connaissez probablement ce qu'on disait depuis au moins le Moyen-Âge, qui était que pour voir loin, il faut gravir les épaules de géants. C'est l'une des devises des universités. Et donc cette capacité à voir loin, et donc justement à documenter et à s'appuyer sur la recherche pour s'assurer que on ne réinvente pas la roue et qu'on bénéficie de l'intelligence collective. À la fois on bénéficie de l'intelligence collective et on contribue à l'intelligence collective. Et donc on a vraiment besoin de penser un petit peu différemment les modalités d'apprentissage, à la fois parce qu'on a des défis collectifs à résoudre dont on sait aujourd'hui qu'on ne pourrait pas les résoudre seul, dont on sait qu'aucune discipline ne saurait les résoudre, autrement ça aurait déjà été fait. Donc on a besoin d'inventer des manières de former les jeunes à utiliser les différentes disciplines comme autant de moyens pour à la fois comprendre les problèmes et éventuellement trouver des solutions, en tout cas les expérimenter, les prototyper, les évaluer et les partager de façon à ce que d'autres puissent s'en servir. Donc les logiques d'open source que vous connaissez dans le monde du code ou dans le monde de Wikipédia ou autre sont des logiques dont on a besoin sur le développement durable. Donc vous connaissez probablement Wikipédia c'est sûr, mais peut-être GitHub qui est la grande plateforme de partage open source de code. On a besoin pour moi d'un GitHub du développement durable. On a besoin d'un GitHub où chacun des ODD peut être non seulement expliqué, mais chacun de ceux qui a contribué à proposer une solution peut l'avoir documenté, partagé, annoté, pour que d'autres puissent s'en servir à leur tour. On a besoin d'un GitHub dans lequel l'ensemble des pédagogues qui s'intéressent à ces sujets peuvent documenter ce qu'ils font de façon à ce que d'autres enseignants puissent récupérer leurs approches et là aussi s'appuyer là-dessus pour aller plus loin. Parce que c'est pas facile de se transformer individuellement, c'est pas facile de transformer nos pédagogies, c'est pas facile de faire tout ça, mais si certains l'ont déjà fait au moins en partie, sans faire un bête copier-coller, on peut au moins s'intéresser à ce que d'autres ont fait
et essayer de se l'approprier en expérimentant et à nouveau en documentant pour savoir si on a réussi à ce que ce qui se passe bien en Haïti fonctionne à Paris ou au Niger ou en Corrèze, et comment est-ce qu'on l'a adapté à un autre contexte. Et donc il faut à la fois décontextualiser les initiatives et les recontextualiser dans d'autres territoires pour s'assurer qu'elles sont adaptées aux besoins et pas chercher à imposer une norme unique qui, de toutes les manières, serait probablement stérile. Donc je pense que ça suppose d'autres modes de gouvernance et en tout cas d'autres modes d'organisation et de partage de l'information et de la connaissance. Ça suppose donc que chacun d'entre nous puisse apprendre différemment, ça suppose aussi que nos collectifs apprennent différemment. Typiquement, je vais être un peu provocateur, qu'est-ce que serait une université ou une école apprenante? C'est pas simplement une université ou une école où on apprend, parce que ça existe depuis très longtemps, mais c'est aussi une université ou une école où systématiquement on réfléchit sur la manière de transmettre, la manière de partager, la manière de faire progresser nos étudiants, et en même temps, éventuellement, on les invite chaque année à nous aider à progresser. Et donc, chaque année, on apprend de leurs réussites, éventuellement de leurs échecs, comme on doit apprendre de nos réussites et de nos échecs, et on doit s'interroger sur cette capacité. Et il y a tout un tas de dispositifs qui se mettent en place, et j'ai vu que dans la tribune, vous demandiez j'abonde dans ce sens des moyens à l'État par rapport à ça. On pourrait imaginer, si ce n'est des IDEX, au moins des IDEFI consacrés à ces sujets de transition. Je pense qu'on a vraiment tous besoin de moyens supplémentaires par rapport à ça. Il y a aussi des moyens que l'Europe a commencé à flécher sur ces sujets. Un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, sont en train soit de répondre, soit ont déjà répondu aux appels d'offres qu'on appelle l'Université européenne. Vous savez que le président de la République a proposé ça et qu'un certain nombre de la Commission européenne s'en est emparée, a lancé un appel d'offres. Et il y a une vraie réflexion. Les universités européennes, c'est pas simplement des universités géographiquement basées en Europe, c'est des universités qui se mobilisent typiquement sur ces sujets, qui sont capables de se transformer pour se mettre au service des défis de la société. Vous savez que les universités ont classiquement deux missions, l'enseignement et la recherche, et il y a une troisième mission que certaines universités mettent en avant plus que d'autres, en particulier à l'étranger, au moins historiquement, même si on voit une transformation s'accélérer ici aussi, qui est la capacité à être au service de la société. Et donc l'université n'est pas une tour d'ivoire, l'université est un lieu de réinvention, des manières d'apprendre, mais aussi de faire société, de vivre ensemble, d'explorer les défis et de trouver les solutions. Et donc un certain nombre d'entre vous, si vous êtes ici, sont déjà engagés dans ce genre de processus, mais comment est-ce qu'on accélère ces transitions? Parce qu'il n'est pas impossible que vous soyez relativement minoritaire dans les environnements qui sont les vôtres. Et donc comment est-ce qu'on donne plus de visibilité, plus de légitimité à ces sujets? Donc je pense que c'est important que les pouvoirs publics facilitent ces transformations, même si chacun d'entre nous peut avoir envie de les porter. Si on est plus accompagné, si on a plus de moyens, alors les transitions pourront s'accélérer. Je pense que dans la même veine, on a besoin de créer, si ce n'est des classements, du moins des incitations à la transformation des universités. Et donc on discute par exemple avec l'UNESCO, qui, vous le savez, a parmi ses capacités à la fois un convening power et un labeling power. Donc un convening power, c'est la capacité à faire venir des gens qui s'intéressent à ces sujets. Et donc on est en train de travailler avec eux pour que, et on en avait discuté avec Valérie, on y reviendra peut-être, d'organiser... vous savez peut-être qu'il y a une journée internationale de l'éducation. D'ailleurs, c'est intéressant. Qui sait que les journées internationales de l'éducation existent? Merci. C'est le 24 janvier. Il y a trop peu de gens qui le savent. Et vous avez tous une excuse, c'est que ça n'a encore jamais été célébré. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous faites le 24 janvier prochain? Et j'espère que vous serez en train de célébrer l'éducation, et en particulier l'éducation aux ODD. Et donc en faire un grand festival planétaire des manières de prendre soin de soi, des autres et de la planète, de créer cette société apprenante, cette planète apprenante dans laquelle on peut documenter et partager ce qu'on apprend, ça peut être très important, et l'UNESCO est idéalement placé pour initier ça. Et si nos amis du GIEC et les autres chercheurs qui s'intéressent aux différents ODD peuvent contribuer à dire que l'éducation aux ODD doit être une priorité collective, à ce moment-là, je pense qu'il peut y avoir une vraie accélération. Moi, je rêve d'un certain nombre de choses, en particulier, par exemple, d'aller jusqu'à la création de Jeux Olympiques du développement durable.
si on avait des Jeux Olympiques du développement durable, si chacun d'entre nous était invité à essayer de progresser dans cette dimension et que ceux qui ont le plus appris et le plus innové soient célébrés à la fois localement et progressivement globalement, puisque comme dans le sport, vous pouvez être célébré localement avant un jour éventuellement d'être célébré globalement, je pense qu'on pourrait accélérer ces transitions. Et si on le fait avec l'UNESCO, l'intérêt c'est que, et Audrey Azoulay est très intéressée, si on le fait avec l'UNESCO, vous savez probablement que la mission de l'UNESCO c'est éducation, sciences et culture pour la paix et le développement durable. Et donc on peut célébrer les éducateurs, et on peut célébrer les scientifiques, et on peut célébrer les artistes. Et je pense qu'il ne faut pas oublier les artistes, d'abord parce qu'on est tous un petit peu artistes, même si on l'oublie parfois, mais aussi parce que les artistes savent peut-être mieux que d'autres toucher le plus grand nombre. Quand un scientifique est écouté par ses pairs, il a fait bien son boulot. Quand un éducateur est écouté par ses élèves, il a bien fait son boulot. Mais un artiste peut être écouté par tout le monde. C'est quand même un gros avantage si on veut mobiliser le plus largement possible. Donc c'est quoi par exemple non seulement la meilleure recherche sur le sujet, non seulement les programmes pédagogiques les plus innovants sur ces thématiques, mais c'est quoi par exemple le meilleur livre ou le meilleur film qui peut toucher le plus grand nombre et donner envie de creuser ces sujets. Donc comment est-ce qu'on peut inciter les éducateurs, les scientifiques, les artistes qui se mobilisent là-dessus, et comment on peut aussi contribuer à donner des prix aux plus jeunes. Je ne sais pas si c'est Greta qui doit mériter le prix de la jeunesse là-dessus, sur l'ODD climat, ou si c'est Malala qui doit mériter sur l'ODD 4 ou l'ODD 5, parce que c'est battu à l'interface entre les deux. Mais je pense qu'il y a besoin d'identifier des rôles modèles et de leur donner de la visibilité, plus que ça n'est fait par défaut. Donc je pense qu'il y a besoin de catalyser ces transformations. Et donc l'UNESCO a ce convening power, et si c'est l'UNESCO qui organise cette fête de l'apprendre, si c'est l'UNESCO qui contribue à lancer ces Olympiades du développement durable, je pense qu'elles auront beaucoup plus de visibilité. Mais il faudra le relais de tous les acteurs, et en particulier toutes les institutions. Donc là, je pense que la France a un rôle intéressant à jouer, chacun d'entre nous a un rôle intéressant à jouer. Mais je pense que l'UNESCO a aussi ce labeling power. Et ce labeling power, ça peut être à la fois des prix, mais ça peut être aussi, par exemple, de labelliser. Alors, vous connaissez tous les sites mondiaux de l'UNESCO associés à telle ou telle chose. Les gens se battent pour être labellisés un jour. Moi, je rêve que les universités se battent pour être labellisées par les Nations Unies comme étant des acteurs de changement et de transformation. Donc, il y a déjà des référentiels français qui ont le mérite d'exister, mais qui ne sont peut-être pas encore suffisamment portés. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer ces transformations en invitant plus d'acteurs à le faire.